Babylon, Babylon, Babylon. Der Prinz und König von Babylon. Babylon, Babylon, Babylon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept. Ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un QCM du jour 1 du bac Polynésie 2022 portant sur les fonctions et les suites. Les chapitres du programme concernés sont les limites de fonctions, la dérivation, les primitives ainsi que les suites. Note particulière sur les QCM façon Psy, j'encourage mes élèves à ne pas se focaliser uniquement sur la bonne réponse quand vous travaillez chez vous. Bien entendu en épreuve, l'objectif principal est d'aller à l'essentiel et d'être au plus rentable, mais entre chez vous et en épreuve, c'est deux approches totalement différentes. Nous allons donc traiter les deux angles d'approche quand cela est possible. Dans un premier temps, essayer d'aller au plus vite vers la solution, et dans un second temps, on vérifiera chacun des résultats afin de manipuler les notions du cours et s'entraîner aux démonstrations du supérieur. Avant tout ça, laissez-moi vous présenter les notions classées par chapitre. Nous déterminerons ensemble une dérivée ainsi qu'une primitive de fonction. On utilisera un tableau de variation de fonctions dérivées pour établir la convexité d'une fonction. Ensuite, on effectuera un calcul de limite de suite et on reverra une méthode de levée de forme indéterminée que vous n'appréciez guère en général. Enfin, on finira en beauté avec votre némésis, l'algorithme Python. Pour ceux qui sont déjà abonnés et like, je vous remercie encore et toujours. La chaîne continue de progresser et c'est grâce à vous. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si le contenu vous plaît. Vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement YouTube pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. On attaque par la lecture de l'énoncé, c'est un exercice sur 7 points. Au prorata des 20 points sur les 4 heures d'épreuve, ça vous fait à peu près 1h15 pour traiter cet exercice. Dans mon calcul, j'intègre les 15 minutes à la fin pour relire votre copie, ce qui peut être plus qu'utile. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des 6 questions suivantes, une seule des 4 réponses proposées est exacte. Je vous encadre en rouge ici une partie importante pour ceux qui n'ont jamais traité de QCM, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez à trouver la bonne réponse, vous pouvez squeezer le reste de la question, le reste des propositions. Comme je vous ai expliqué dans l'approche 1, on essaye d'aller au plus rapide. Donc quand vous avez la bonne réponse et vous êtes sûr de vous, c'est pas la peine de rester plus de temps sur cette question. Ensuite, l'énoncé nous dit une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de points. Même chose, ici c'est un point important du règlement en fait du fonctionnement de l'épreuve. Donc même si vous n'êtes pas sûr de votre réponse, proposez quelque chose. Et donc proposez plusieurs réponses, mais ici ça portera pas de points bien sûr, donc c'est pas la peine d'en prendre plusieurs. Mais par contre, tentez quelque chose. Au pire, ça vous rapporte rien, et si jamais vous avez de la chance, ça vous rapporte un point. Enfin, l'énoncé nous dit que pour répondre, il faut indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie, et qu'aucune justification n'est demandée. On est face à un QCM classique, mais il me semblait important de rappeler la méthodologie. On peut maintenant passer à la question 1. C'est parti pour la correction de la question 1. L'énoncé nous dit qu'on considère la fonction g définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini 0 exclu par g de x égale ln de x carré plus x plus 1. Pour tout nombre réel x strictement positif, on vous propose 4 expressions de g' de x, g' étant la dérivée de notre fonction g. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, quand on veut calculer la dérivée d'une fonction, on doit absolument passer par l'étape de l'analyse de la forme de notre fonction. C'est ce qu'on va faire ensemble. On a la fonction g qui est définie et dérivable sur 0 plus l'infini et g qui est de la forme ln de u, avec u, la fonction qui a x associe x carré plus x plus 1, et je vous donne le rappel de cours. Vous savez que la forme ln de u, ça se dérive en u' sur u. C'est à ce stade que je vais faire une distinction entre la version 1 et la version 2, comme je vous ai expliqué pour la résolution d'un QCM. En version rapide ici, il suffirait juste d'écrire la dérivée de cette fonction et on trouverait directement que la réponse D est la bonne réponse. En version un peu plus approfondie, on peut discuter des réponses qui vous ont été proposées. En analysant les formes qu'on vous a proposées, vous avez déjà la réponse C qui est éliminée, on dérive pas un ln de u en ln, donc là C saute. Ensuite, pour la proposition B, on reconnaît bien u au dénominateur, mais vous avez rien au numérateur, ce qui est pas possible, donc la question B est éliminée aussi, et vous obtenez que du coup votre choix de réponse sera entre la A et la D. Une fois qu'on a ça en tête, on va rajouter le calcul de u', donc moi je vous le fais au propre, mais vous le faites sur le brouillon, vous n'êtes pas obligé de tout rédiger, mais comme je vous ai expliqué, s'entraîner à l'écrit pendant un QCM, ça fait un double travail, donc je le fais pour vous. On a u' du coup, qui est la fonction qui a x donne 2x plus 1, et ici vous reconnaissez directement que la réponse à la question, c'est la réponse D, ce qui clôture la question 1.
On arrive maintenant à la question 2. Et l'énoncé nous dit que la fonction qui à x associe ln de x admet pour primitive sur 0 plus l'infini la fonction, et on vous propose 4 fonctions possibles comme primitive de ln de x. Pour la version 1 ici, donc c'est-à-dire la version la plus rapide, l'idéal serait que vous soyez assez entraîné pour reconnaître directement que la question C c'est la primitive de ln de x. Alors vous allez me dire effectivement la primitive elle est pas dans le cours, certes. Par contre, du fait que la fonction ln de x soit une fonction usuelle, et qu'une des formes de ces primitives n'a pas une expression exceptionnelle non plus, j'estime qu'un élève qui est bien préparé pour se présenter à l'examen final doit déjà avoir vu une primitive de ln de x. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, je suis autant prof particulier que coach, donc j'accompagne pas mal d'élèves qui ont de bonnes notes et donc je les pousse à faire mieux que ce qu'on leur demande. Et en particulier ici sur ce genre de questions, ma démarche pédagogique prend tout son sens. On va maintenant passer à la version 2 de la résolution de cette question et on va détailler les différents points pour manipuler les notions du cours. Je vais commencer par un rappel de la définition de ce qu'on appelle la primitive d'une fonction, soit petit f une fonction définie sur un intervalle i. On appelle primitive de petit f sur i toute fonction grand F dérivable sur i, telle que pour tout réel x de i, grand f' de x soit égal à petit f de x. Concrètement ici, la définition nous donne que pour vérifier qu'une fonction est bien une primitive, on va en fait se focaliser sur le calcul de la dérivée de grand f, et il va falloir retomber sur l'expression de petit f. On va attaquer chacune des propositions comme si on n'avait aucune idée du résultat. Alors ici, bien sûr, il existe des mix entre la version 1 et la version 2, chacun a sa propre version, mais ça va nous permettre de manipuler les formules du cours comme je vous ai expliqué. Alors, pour la proposition A, ln de x est une fonction usuelle du cours, et vous savez que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Bien, vous retombez pas sur la fonction ln de x qui vous était proposée en haut. Donc la proposition A est fausse. Ensuite, pour la B, on vous propose 1 sur x comme primitive. Même chose, quand on dérive 1 sur x qui est une fonction usuelle, vous savez que ça fait moins 1 sur x carré. On ne retombe pas sur la fonction ln de x proposée, donc la proposition B est fausse. Ensuite, on arrive à la proposition C. On doit faire la dérivée de la primitive pour retomber sur notre fonction. Toujours pareil, quand on fait une dérivée, on analyse la forme. Ici, vous identifiez que le x qui est devant, c'est votre u. Ensuite, le ln de x, c'est v. Le v' de x, on l'avait déjà calculé quand on avait vérifié la proposition A. On peut donc appliquer notre forme de dérivée u'v plus uv' et on n'oubliera pas le moins x à dériver derrière. On a donc u' de x qui est 1, suivi de v de x, plus u de x qui est notre x, fois v' de x qui est notre 1 sur x. La dérivée de moins x derrière, ça sera moins 1. 1 fois ln de x, ça nous donne ln de x. Ensuite, pour le terme du milieu, je simplifie le x qui est devant et le x qui est au dénominateur, il me reste plus 1. Et j'oublie pas de rapatrier le moins 1 qui était en fin d'expression. À ce stade, il nous reste plus qu'à faire moins 1 plus 1 qui fait 0. Et vous obtenez que la dérivée de la fonction proposée pour la réponse C nous donne ln de x. Bien, c'est notre réponse à la question 2. Nous voilà maintenant à la question 3, et l'énoncé nous dit qu'on considère la suite AN définie pour tout entier petit n appartenant à grand N par AN égale 1 moins 3 puissance n divisé par 1 plus 2 puissance n. Et l'énoncé nous demande de déterminer la limite de la suite AN en nous proposant donc 4 limites différentes. En version 1, en version ultra rapide pour le QCM, ce que je peux vous proposer ici, c'est de taper directement sur votre calculette pour un terme très grand, voir ce que fait votre suite, puisqu'ici l'expression s'y prête, puisqu'on n'a que des puissances, vous n'avez pas de terme en cosinus ou des choses comme ça, donc vous pouvez directement faire une application numérique pour trouver la limite. Je vous ai pris par exemple A100, donc en remplaçant n par 100 sur la calculette, vous obtenez qu'on obtient moins 4,1 fois 10 puissance 17, donc ça vous donne un nombre infiniment petit, et si vous êtes assez performant au niveau des limites, ici vous comprenez que votre limite va tendre vers moins l'infini. Avec légèrement plus de détails, mais toujours en version très rapide, vous pouvez vous servir d'une astuce que votre professeur vous a donnée en cours, mais qui est en fait une réelle propriété, c'est qu'ici on peut comparer directement les termes prépondérants. Ici vous avez moins 3 puissance n sur 2 puissance n en fait, et ça revient à trouver la limite de 3 demi puissance n. 3 demi c'est plus grand que 1, ça va donc tendre vers plus l'infini, et avec le moins qu'on a devant, on obtient moins l'infini aussi comme limite. Bon, si c'est trop rapide pour vous, vous inquiétez pas, je vais vous donner le détail, et on va lever cette forme indéterminée. Pour la version rédigée, comme toujours quand on a des questions sur les limites, on commence par travailler au brouillon pour vérifier vers où ça tend. Vous avez au numérateur le 3 puissance n qui va tendre vers plus l'infini, ensuite on fait 1 moins cette limite, ça va donc être moins l'infini,
l'infini. Au dénominateur, j'ai 2 puissance n qui tend vers plus l'infini, et 1 plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. On obtient une forme moins l'infini divisé par plus l'infini, qui en fait revient à l'infini sur l'infini, et donc ça, vous savez que c'est une forme indéterminée. Et la méthode que vous avez ici pour lever la forme indéterminée, c'est qu'il faut factoriser par le terme prépondérant. On va rédiger ça ensemble. On a pour tout n appartenant à grand n à n qui est égal à 1 moins 3 puissance n sur 1 plus 2 puissance n. Nos termes prépondérants au numérateur seront le 3 puissance n et le 2 puissance n au dénominateur. On va donc factoriser par 3 puissance n au numérateur. Vous obtenez 3 puissance n facteur de 1 sur 3 puissance n moins 1. Et pour le dénominateur, on obtient 2 puissance n facteur de 1 sur 2 puissance n plus 1. Je prends une étape pour vous réécrire l'expression de manière plus adéquate. Ici, j'ai juste sorti le 3 puissance n du numérateur et le 2 puissance n du dénominateur devant. À ce stade, vous avez plusieurs façons de rédiger la suite, mais moi je veux cibler la notion du cours qui parle des limites de q puissance n en plus l'infini dans le chapitre des suites, donc je vais en faire apparaître un maximum. On peut remarquer ici que les 1 sur 3 puissance n et 1 sur 2 puissance n, je peux les réécrire 1 puissance n sur 3 puissance n et 1 puissance n sur 2 puissance n. Je vous donne un rappel, vous savez que quand on a a puissance n sur b puissance n, vous pouvez l'écrire a sur b, tout ça puissance n. J'applique maintenant 3 fois cette formule sur le 3 puissance n divisé par 2 puissance n qu'on avait devant, sur le 1 puissance n sur 3 puissance n qu'on avait au numérateur, et sur le 1 puissance n sur 2 puissance n qu'on avait au dénominateur. J'ai donc fait apparaître 3 fois la forme q puissance n dans mon expression. À partir de là, on va appliquer 3 fois les propriétés qu'on vous a données dans le cours. Vous avez valeur absolue de 1 tiers qui est strictement inférieure à 1, donc limite quand n tend vers plus l'infini de 1 tiers puissance n est égal à 0. Ensuite, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1, c'est égal à moins 1, et donc par somme, on obtient que la limite du numérateur, c'est moins 1. Ensuite, pour le dénominateur, même chose, on a la valeur absolue de 1/2 qui est strictement inférieure à 1, donc la limite de 1/2 puissance n en plus l'infini, ça va être 0. La limite de 1, c'est 1, et donc par somme, vous obtenez que la limite du dénominateur, c'est égal à 1. Enfin, pour le terme de devant, on a que 3/2, c'est strictement supérieur à 1, donc la limite de 3/2 puissance n en plus l'infini, ce sera égal à plus l'infini. Bien, il me reste à faire le quotient de la partie de droite, moins 1 divisé par 1 qui nous fait moins 1, fois le plus l'infini, et on obtient que la limite de an quand n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Et on peut répondre à la question 3 en donnant comme réponse la réponse A. Nous voilà maintenant à la question 4, et l'énoncé nous dit qu'on considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle -2, 2. Le tableau de variation de la fonction f' dérivée de la fonction f sur l'intervalle -2, 2 est donné par l'énoncé, et on vous demande de compléter la phrase la fonction f est avec une des 4 propositions de l'énoncé. Pour cette question, que ce soit la version rapide ou la version approfondie, on va faire un rappel sur la convexité, et dans votre cours, on vous a fourni f est convexe sur i, c'est équivalent au fait que f' soit croissante sur i, et aussi équivalent au fait que f seconde de x, la dérivée seconde, soit supérieure à 0 sur i. Dans cette question, on va donc se focaliser sur la première équivalence, qui est le lien entre la convexité de f et le sens de variation de f'. Bien entendu, dans votre cours, vous devez avoir que f est concave sur i si f' est décroissante sur i. Si c'est pas le cas, bien du coup, je vous le rappelle. Et à partir de là, pour la version rapide, on peut directement regarder sur notre tableau, vous avez f' qui est décroissante sur l'intervalle -2, 0, puis croissante sur 0, 2. Ça vous donne que la fonction, elle est concave sur l'intervalle -2, 0, et qu'elle est convexe sur l'intervalle 0,2. Ça, on peut le déduire directement avec le cours. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que la proposition D est l'une des 2 conséquences immédiates qu'on peut déterminer à partir du tableau. Donc là, pour la version rapide, vous avez directement que la réponse D est la bonne réponse. Toujours pareil, pour ceux pour qui je suis allé trop vite, ne vous inquiétez pas, on va tout reprendre. On va analyser la première proposition. On vous dit que f est convexe sur l'intervalle -2, -1. En appliquant le cours, on trouve que c'est équivalent au fait que f' soit croissante sur l'intervalle -2, -1. Et comme je vous l'ai dit précédemment, si on regarde le tableau, on a qu'entre -2 et 0, la fonction f' est décroissante. Bien donc ça peut pas marcher. La proposition A est fausse. Ensuite, intéressons-nous à la proposition B. On vous dit que f est concave sur l'intervalle 0,1. Et d'après votre cours, c'est équivalent au fait que f' soit décroissante sur l'intervalle 0,1. Or, quand on regarde le tableau sur la partie de droite, on voit que f' elle est croissante sur l'intervalle 0,2. Ben donc elle peut pas être décroissante sur l'intervalle 0,1. Bien donc notre proposition B, elle aussi est fausse. Vient maintenant la proposition C. On vous dit que f est convexe sur l'intervalle -1, 2. D'après le cours, c'est équivalent au fait que f' soit croissante sur l'intervalle -1, 2. Or, si on regarde la partie centrale, on va dire de notre tableau de variation de f', on voit que f' elle est décroissante sur -1, 0. Donc elle peut pas être croissante sur -1, 2. Bien, la proposition C, elle aussi, est fausse. On a vérifié que les propositions A, B et C étaient fausses, donc ça vous donne ici directement que la bonne réponse c'est la réponse D. Souvenez-vous les règles du QCM, vous avez une seule bonne réponse, on a trouvé qu'il y en avait 3 fausses, donc la D est la bonne réponse.
réponse. On va quand même le vérifier ensemble. La proposition D, on vous dit que f est concave sur moins 2, 0. D'après le cours, c'est équivalent au fait que f' soit décroissante sur moins 2, 0. Et si on regarde sur le tableau, on a bien que f' est bien décroissante sur moins 2, 0. Bien donc, la réponse D est la bonne réponse à la question 4. Nous voilà maintenant à la question 5 et l'énoncé nous donne ci-dessous la courbe représentative de la dérivée f' d'une fonction f définie sur l'intervalle moins 2, 4. Par lecture graphique de la courbe de f', déterminez l'affirmation correcte pour f. En lisant les propositions de l'énoncé, vous voyez qu'on parle soit des variations de la fonction, soit du maximum de la fonction. Alors ici, pour la version 1, qui est donc la version rapide, il va falloir être efficace sur vos notions du cours. Si vous n'êtes pas efficace, passez directement à la deuxième partie, parce que sinon, il y a de grandes chances de vous prendre les pieds dans le tapis. Alors, la réponse A et la réponse D vous parlent de la décroissance de f, et ça doit être du coup en lien avec le signe de f' de x. Ça, vous devez le savoir depuis la première. On vous dit qu'elle est décroissante sur l'intervalle 0,2, donc ça veut dire que notre fonction f' de x doit être négative sur cet intervalle. Et vous regardez sur l'intervalle 0,1, bien c'est pas le cas. Donc la A est fausse. Ensuite, pour la B, la fonction f, elle est décroissante sur moins 1, 0, et quand on regarde sur le graphe, vous avez f' de x qui est positive à ce moment-là. Bon bah donc pareil, c'est pas possible. Ensuite, pour les propositions C et D, on vous parle de maximum. Et ça, dans le cours de première, on vous avait dit qu'une fonction, elle admet un maximum si la dérivée s'annule et change de signe pour un extrémum. Et pour que ce soit un maximum, il faut qu'on passe de positif à négatif. Bien, si on regarde sur le graphe, on s'annule 3 fois, en moins 1, en 1 et en 3. Et il n'y a qu'un seul endroit où on passe de positif à négatif, c'est en 1. Bien, vous obtenez que la bonne réponse, c'est la réponse C. Pour ceux pour qui je serais allé trop vite, toujours pareil, on va regarder chacune des propositions. On va compléter le raisonnement de la partie 1 en dressant le tableau de variation de la fonction f concrètement sur votre feuille de brouillon. On commence par construire notre tableau proprement, on est sur l'intervalle moins 2, 4. Ensuite, comme je vous ai expliqué, on commence par rajouter les valeurs qui annulent notre dérivée. Ici, c'est moins 1, 1 et 3. Et enfin, on regarde intervalle par intervalle quel est le signe de f' de x. Entre moins 2 et moins 1, je suis en dessous de l'axe des abscisses, donc je suis négatif. Ensuite, entre moins 1 et 1, je suis au-dessus, donc c'est positif. Ensuite, on est en dessous, c'est négatif. Et enfin, pour le dernier intervalle de 3 à 4, on est au-dessus, donc on est positif. À ce stade, on en déduit les variations de la fonction, donc on a décroissant, croissant, décroissant, puis croissant. On va maintenant reprendre les propositions une par une. On vous dit dans un premier temps que f est décroissante sur l'intervalle 0,2. C'est équivalent au fait que f' de x soit inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0,2. Et si on regarde sur notre tableau ou sur le graphique comme je l'ai fait dans la première partie, on obtient que sur 0,1 on est positif, ensuite négatif, mais donc l'affirmation est fausse. Passons maintenant à la proposition B. On vous dit que f est décroissante sur l'intervalle moins 1, 0, ce qui est équivalent au fait que f' de x doit être inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins 1, 0. Et si on regarde sur le graphe ou sur notre tableau, vous obtenez que notre fonction à cet endroit-là, elle est croissante et que f' de x est positive. Ben donc la réponse B est fausse. Ensuite, pour la proposition C, on vous dit que f admet un maximum en 1 sur l'intervalle 0,2. D'après le cours, on sait que f' de 1 doit être égal à 0, puisqu'on s'annule en 1, et f' de x doit passer du positif au négatif. Si on regarde sur le graphe, vous avez bien que la fonction passe de la partie qui est au-dessus de l'axe des abscisses à la partie qui est en dessous, donc on s'annule, on change de signe, on passe bien du positif au négatif. Et si on regarde simplement sur votre tableau, vous avez bien les flèches vers le haut puis vers le bas, donc ça nous signale bien un maximum. Et vous réobtenez que la réponse C est la bonne réponse. Pour invalider la réponse D, on a exactement le même raisonnement. En 3, on passe de négatif à positif, donc ça ne peut pas être bon. Et sur votre tableau de variation, vous voyez bien que c'est un minimum, donc ça peut pas être un maximum. La réponse D est elle aussi éliminée. Ce qui conclut les compléments pour la question 5. Nous voilà maintenant à la question 6 et l'énoncé nous dit qu'une action est cotée à 57 €, sa valeur augmente de 3% tous les mois, la fonction Python seuil, qui renvoie le nombre de mois à attendre pour que sa valeur dépasse 200 € est suivi de 4 propositions d'algorithmes. Alors ici, que vous soyez un élève avancé ou pas, donc les élèves avancés, je vise particulièrement ceux qui ont pris option NSI, pour avoir vu un petit peu les cours qu'ils vous fournissent, ce genre de questions pour vous, ça doit vous sembler quelque chose d'évident. Mais étant donné que vous êtes très peu quand même à prendre cette option, je vais d'abord expliquer le raisonnement. Alors ici, on est dans une démarche où on doit invalider des programmes qui ont été créés par d'autres personnes. Les deux principaux axes pour invalider un programme, c'est soit par des erreurs de boucle, là je parle d'une mauvaise utilisation des commandes à disposition pour faire le traitement à l'intérieur d'un programme, et le deuxième grand axe de recherche d'erreurs, c'est de chercher si on n'a pas des erreurs au niveau des tests qu'on effectue dans notre algorithme. Ici, on est sur une fonction seuil, c'est-à-dire on va détecter un moment où notre expression réalise
une certaine condition. Et ça, d'après ce que vous faites en Python depuis la seconde, ou en tout cas ce que vous êtes censé faire en Python depuis la seconde, vous devez savoir qu'une fonction seuil va se programmer en utilisant une boucle tant que. Et en langage Python, c'est la boucle while. En analysant les algorithmes qu'on vous a fournis, vous voyez que pour l'algorithme en C et en D, on n'utilise pas de boucle while. Vous savez donc que les propositions C et D sont nécessairement fausses, il n'y a pas besoin d'analyser plus l'algorithme pour savoir que ça ne répondra pas à une fonction seuil. Ensuite, je vais vous rappeler le fonctionnement d'une boucle while. On effectue le test tant que notre condition recherchée, donc ici c'est le fait que l'action dépasse 200 €, n'est pas réalisée. Attention, quand vous programmez, vous mettez le contraire pour que lorsque votre test échoue, vous sortiez de votre boucle while et vous affichiez le résultat final. Bien ici au niveau du test de la boucle while, ça nous donne que V doit être strictement inférieur à 200. Bien, il nous reste plus qu'à identifier les tests qui ont été proposés dans l'algorithme A et l'algorithme B, et on constate que le test de l'algorithme B est justement l'erreur dont je vous parlais, on ne doit pas mettre supérieur à 200, on doit mettre le contraire. Bien, vous obtenez que la réponse à la question 6, c'est la réponse A, ce qui conclut notre question 6. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous, et je vous dis à bientôt.